Bonjour, merci à vous tous d'être aujourd'hui avec nous pour ce webinaire sur la cyber-résilience ou comment protéger la continuité de votre activité contre les ransomware. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous sommes ravis également de faire cet événement avec notre partenaire Vim. J'espère que tout le monde va bien, que vos familles en ces temps de pandémie vont bien et que la douleur n'est pas trop importante, en tout cas pour vous et vos proches. Je vais me permettre de dire quelques mots sur la pandémie, en particulier sur les actions que Unidé a fait depuis le début de cette pandémie, donc depuis à peu près début mars en tout cas, depuis que la pandémie est arrivée dans notre région. On a mis en place un certain nombre d'actions à destination de nos clients, le support technique ouvert gratuitement à l'ensemble de nos clients, en particulier pour les assister dans la mise en place de différents dispositifs pour permettre le travail à distance, pour permettre la sécurisation du travail à distance. Nous avons également mis en place des audits totalement gracieux auprès de nos clients pour auditer leur plateforme avant qu'elle soit ouverte à destination de leurs utilisateurs à distance. Et puis, nous avons mis en place un certain nombre de guides qui permettent en fait à vous tous de sécuriser au mieux accès distance. Enfin, il y a une série de webinars d'Uniday que nous avons organisés depuis maintenant 3 mois, focalisés essentiellement sur les menaces que subissent nos entreprises, que subissent nos clients, en particulier depuis le début du coronavirus. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. En matière d'agenda, nous avons 3 thématiques importantes. La première, je vais me permettre de vous la présenter. Concrètement, il va s'agir de faire un focus sur notre pays, sur quelques chiffres que nous avons nous mis en place, que nous avons nous remontés vis-à-vis de ce qu'on a identifié depuis à la fois le début de la pandémie, mais un peu plus en amont depuis le début de l'année, pour être plus précis et voir comment on devrait adapter notre stratégie en matière de continuité d'activité au regard aux menaces de ransomware de nouvelle génération. La deuxième partie sera animée par Boubacar Bazi sur la société Vim, concrètement présenter l'entreprise Vim et concrètement ce qu'elle fait dans le monde et en quoi Vim est un leader aujourd'hui de la sauvegarde, de la restauration et de la réplication. Et enfin, Iliad Yacoubi qui va présenter techniquement les technologies Vim, que ce soit sur la partie backup et sur la partie réplication. Avant de démarrer ma partie, je vais donner la main et la parole à Boubacar et Iliad s'ils veulent se présenter et vous dire quelques mots. Donc c'est Iyed Yacoubi, je suis l'ingénieur avant-vente donc pour l'Afrique et pour la France. Et donc aujourd'hui, je vais aborder la partie technique. Donc dans ce webinaire qu'on fait avec notre partenaire IDES. Malheureusement, mon collègue voit qu'il y a des soucis techniques. Donc il y aura une partie VIM, en fait, la partie présentation de VIM, où on va que ça va être présenté au fur et à mesure dans la partie technique. Donc après pour la présentation VIM, cette fois on va la passer. Je te redonne la parole. Merci. Parfait. Merci beaucoup Iliad. Effectivement, c'est les challenges du défi de faire du live. Donc effectivement, la partie de Boubacar, elle sera prise en charge par Iliad directement. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées aujourd'hui avec nous, ce qui démontre une nouvelle fois l'intérêt pour ces thématiques en particulier lié au ransomware, mais au-delà du ransomware, la partie protection des données. En 2020, Allianz a sorti, comme chaque année depuis maintenant un peu plus d'une décennie, Allianz, qui est un des leaders mondiaux de l'assurance, sort en fait son baromètre sur les risques qui pèsent sur le business des entreprises dans le monde.
Et en fait, chaque année, Allianz fait un classement sur les 10 risques qui pèsent sur nos business, sur votre business, sur le business de votre entreprise. Pour la première fois en 2020, les cyberincidents sont classés premiers comme incident, comme risque qui pèserait sur l'interruption du business d'une entreprise. Alors, ce n'est pas surprenant. En 2019, ils étaient classés au deuxième rang. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a euh, une, 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 une certaine compréhension des entreprises, et ça on le voit au quotidien auprès de nos clients, on le voit au quotidien auprès des entreprises, que la cybersécurité, si elle est mal maîtrisée, peut être très douloureuse lorsqu'elle est exploitée par des cyberattaquants pour l'entreprise. Lorsqu'on regarde très concrètement, et lorsqu'on fait un focus sur notre pays, sur l'Algérie, de janvier à avril 2020, nous avons remonté certains chiffres. Donc, c'est des sources Unidé, hein, c'est nos clients qui nous ont remonté un certain nombre d'informations sur leurs incidents de sécurité. Alors, incidents de sécurité au sens le plus large. Hein, et puis, nous avons isolé les cyberattaques. Nous avons isolé les cyberattaques qui ont eu un impact important sur la continuité de l'activité. Plusieurs chiffres. Le premier, 39 entreprises qui ont été touchées depuis le début de l'année par des cyberattaques. Sur ces 39 entreprises, il s'agit de 6 secteurs d'activité différents. Sur ces 6 secteurs, nous avons le secteur pétrolier. Nous avons fait, il y a à peu près un mois, un événement dédié au secteur pétrolier, justement parce que sur ces 39 entreprises, nous avons un bon tiers aujourd'hui qui, qui est dans ce secteur-là. Le deuxième, c'est l'agroalimentaire. Le troisième, la partie télécommunications. La partie gouvernement, la partie administration et puis évidemment la partie finance où nous avons les banques et les assurances qui ont également subi depuis le début d'année un certain nombre de cyberattaques. 21, 39 entreprises a été le nombre de jours moyen du système. Très concrètement, donc une fois que la cyberattaque a été subie, sur ces 39 entreprises, lorsqu'on a analysé leur cyberattaque, lorsqu'on a analysé leur réponse à ces cyberattaques, lorsqu'on a regardé avec eux le temps qu'il a fallu pour restaurer les systèmes, pour en tout cas réavoir une activité d'exploitation normale, en moyenne, ils ont mis 21 jours pour redémarrer le système. Nous avons par exemple une entreprise qui est à plus de 45 jours encore aujourd'hui et les systèmes ne sont pas totalement opérationnels. Je vais revenir dessus dans un petit moment. Deuxième chiffre, c'est 19 qui n'avaient pas de sauvegarde sur au moins un actif touché. Très concrètement, vous avez un data center. Sur ce data center, vous avez un certain nombre d'actifs. Sur ces actifs, vous avez un certain nombre d'applications, un certain nombre de données. Sur l'ensemble des données qui devaient être restaurées pour continuer l'activité, nous avons 19 entreprises sur 39 qui avaient en fait aucune sauvegarde sur au moins un actif. Et ça, c'est extrêmement important pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur la partie cyber-résilience, sur lequel je vais revenir dans le détail, mais surtout sur lequel Vim va revenir dessus pour voir un petit peu les mécanismes qu'il faut mettre en place en matière de backup, mais au-delà du mécanisme de backup, quels vont être les mécanismes pour pouvoir être cyber-résilients par rapport à nos données et nos actifs critiques. Le chiffre qui est extrêmement marquant, en tout cas qui nous a marqué, c'est qu'en fait, sur ces 39 ans analysés, sur lesquels nous avons eu des remontées, sur lesquels nous avons travaillé, 37 n'avaient jamais, jamais fait d'exercice de disaster recovery. C'est vrai que faire un exercice de DR, ça a l'air comme ça sur le papier un sujet complexe. Vous le verrez tout à l'heure avec Vim, ça n'a rien de complexe, à condition d'avoir les bons outils, à condition d'avoir les bonnes procédures, à condition de savoir
qu'est-ce qu'on est en train de faire concrètement et pourquoi on le fait. En fait, un exercice de DR, très concrètement, c'est tester, stresser son backup, stresser ses restaurations. Et concrètement, avoir un certain nombre de systèmes qui sont opérationnels aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe demain si un ou plusieurs systèmes, voire la totalité de mes systèmes, quelle que soit la raison pour laquelle ils s'arrêtent, que ce soit un arrêt lié à un problème électrique, un arrêt lié à un incendie, un arrêt lié à une attaque informatique. Qu'est-ce qu'il se passe? Comment l'entreprise, comment l'informatique, les équipes de production réagissent et quels sont les process qu'ils ont entre les mains pour pouvoir redémarrer une partie ou la totalité du. C'est de ça qu'il s'agit. 37 n'avait pas ou n'avait jamais fait d'exercice de DR. Ce qui explique encore une fois les chiffres extrêmement impactants, extrêmement élevés, de plus de la moitié des entreprises qui avaient eu en fait plusieurs jours de revenir à une exploitation normale. Lorsqu'on regarde sur ces 39 entreprises, les vecteurs d'attaque, on verra que finalement, c'est les vecteurs standards, hein, les entreprises que nous avons analysées, les entreprises en tout cas qui ont eu la gentillesse de nous faire confiance et de nous remonter ce type d'informations. Finalement, lorsqu'on regarde dans le détail, les vecteurs d'attaque sont des vecteurs d'attaque standards, classiques, que toute entreprise vit, subit à tout instant lorsqu'il s'agit de freiner les tentatives de cyberattaque. Le premier, c'est l'ingénierie sociale. Très concrètement, l'ingénierie sociale, ça va être d'analyser un petit peu ce que l'entreprise véhicule sur Internet, ça va être ce que l'entreprise et ses employés ont comme information plus importante sur l'entreprise. Et on le voit sur, par exemple, sur une entreprise qu'on a analysée. En fait, l'attaquant avait réussi à utiliser le compte d'une entreprise sur un site d'emploi. Une entreprise qui avait créé via un site d'emploi un compte recruteur et elle avait alimenté ce compte d'un certain nombre d'informations intéressantes sur l'entreprise. Et c'est à partir de ce compte-là, à partir du piratage de ce compte-là et des informations surtout qu'il contient, que le groupe cybercriminel avait réussi à enchaîner un certain nombre de tentatives pour pénétrer l'entreprise et faire ces méfaits. Deuxième vecteur, c'est la messagerie. Je vais revenir dessus dans un petit moment. Concrètement, c'est le phishing. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui ne reçoit pas des mails qui lui demandent soit d'enregistrer ses passwords sur un site, soit de recouvrer ses passwords, soit attention, c'est urgent de modifier vos mots de passe. Nous avons, nous, une idée été victime il y a encore un peu plus de 3 semaines, de tentative de phishing. Fort heureusement, les employés, à partir du moment où ils sont sensibilisés, où ils arrivent à identifier, à analyser un email, à analyser comment reconnaître un email frauduleux, un email d'hameçonnage, ils arrivent à être protégés contre ce type de tentative. Mais encore une fois, je vais revenir dessus dans un petit moment. Le troisième, et c'est probablement ce qui va le plus intéresser les équipes IT, c'est les protocoles d'administration, en particulier le protocole RDP, qui est aujourd'hui, depuis maintenant 2-3 ans, le protocole privilégié des cyberattaquants, tout simplement parce que c'est le protocole qui permet aujourd'hui à une équipe informatique d'administrer à distance ses serveurs Windows. Donc, pourquoi essayer d'utiliser une vulnérabilité logicielle pour essayer de faire du bruit sur une infrastructure lorsqu'on a accès directement via un protocole utilisé au quotidien directement aux serveurs qui sont intéressants pour le cybercriminel. Je vais également revenir dessus dans un petit moment. Et puis, il y a évidemment les vulnérabilités applicatives. On ne dira jamais assez
l'intérêt d'avoir une hygiène en matière de gestion des vulnérabilités. Vous savez, on dit souvent la vulnérabilité seule ne suffit pas à un attaquant à rentrer dans le système d'information. Il faut également des erreurs de configuration. Mais la vulnérabilité est un moyen formidable pour un cyberattaquant de pénétrer assez aisément un système d'information, à condition que ce système d'information soit exposé. Et c'est là où il y a des problèmes de configuration qui sont nécessaires à rectifier, à redesigner pour éviter que la vulnérabilité soit visible, soit identifiée par le cyberattaquant. Et lorsqu'on regarde sur ces 39 entreprises que nous avons analysées, en fait, on remarque que ces 4 vecteurs ont été ceux qui ont été utilisés pour faire un certain nombre de dégâts chez ces 39 entreprises. Prenons maintenant une attaque qu'on a d'ailleurs, on avait fait un webinaire dédié sur ces types d'attaques et regardons un petit peu la messagerie, ce qu'elle peut causer au quotidien et comment un attaquant qui souhaite pénétrer une entreprise va utiliser comme vecteur. Donc le premier vecteur, ça va être la messagerie. La messagerie va être exploitée tout simplement pour diffuser un email qui va contenir un lien. Ce lien-là, une fois que l'utilisateur clique dessus, j'ai un petit programme. Ce petit programme va exploiter sur un outil comme Word une macro. Cette macro va exécuter du code localement. Ce code va télécharger un malware de type cheval de Troie. Ce cheval de Troie, c'est Emotep. Emotep, je vous encourage à aller regarder la littérature qui existe sur Emotep sur Internet. C'est un cheval de Troie qui est ancien, mais c'est un cheval de Troie qui mute énormément. C'est un cheval de Troie qui est utilisé énormément par les cybercriminels. L'objectif, en fait, c'est d'avoir une visibilité accrue sur le poste de travail qui a été infecté. Emotep, son objectif, encore une fois, c'est d'avoir un certain nombre d'informations locales, de persister sur le poste de travail, de créer un certain nombre de fichiers qui vont lui permettre d'avoir un accès légitime sur un certain nombre d'assets du système d'information. Et puis, Emotep va aller chercher un copain à lui, qui est Tripod, qui est également un cheval de Troie, qui est un peu plus dangereux qu'Emotep. Et là, on est en train d'avancer dans l'anatomie qui va permettre en fait d'arriver aux fins que recherche le cybercriminel, d'avoir un accès à vos données. Tripod, très simplement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que fait Tripod, mais Tripod, en fait, 2 informations très importantes. Tripod va essayer de rechercher des informations capitales sur l'entreprise. Tripod va essayer d'aller chercher les serveurs qui sont intéressants en fait. Il va chercher le serveur de backup, on va revenir dessus. Il va essayer de chercher le serveur qui héberge votre antivirus. Tripod va essayer de chercher les assets qui comptent les serveurs de base de données, votre Active Directory. Et une fois qu'il a toutes ces informations-là, puisqu'il est dans votre système d'information, il va également essayer d'avoir le maximum d'informations sur, par exemple, les carnets d'adresses Outlook. L'objectif, c'est qu'il puisse avoir d'autres victimes potentielles qu'il va infecter. Une fois qu'il a fait le tour de votre système d'information, une fois que le cyberattaquant a une connaissance accrue de votre système d'information, une fois qu'il a cartographié votre système d'information, Tripod va aller communiquer ces informations-là au groupe cybercriminel et le groupe cybercriminel va uploader dans votre système d'information un certain nombre de charges de type ransomware. Donc, en fonction du groupe cybercriminel, ça va être Ryuk. Nous avons pas mal d'entreprises qui ont été victimes de Ryuk, d'autres Maze, qui a défrayé la chronique à l'étranger, mais également dans notre pays. Il n'y a pas que les entreprises étrangères qui sont victimes de ransomware de type Maze. Nous avons des entreprises algériennes. Certaines ont été diffusées sur des médias, d'autres pas. Et puis nous avons d'autres. Je cite trois ransomware. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Matrix très récemment qui a touché 2 entreprises algériennes. Une fois que ce ransomware est dans votre système d'information, c'est trop tard. Qu'une fois que le cyberattaquant upload, charge
le ransomware, c'est trop tard. C'est que votre système d'information a été compromis depuis suffisamment de temps, le freiner, et c'est là, en fait, que votre système d'information actifs qui sont intéressants pour le cyberattaquant, pour vous mettre à genoux, pour mettre à genoux votre activité s'active et donc crypte les données qui sont les plus intéressantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cyberattaquant, son objectif n'est pas de vous faire plaisir ou de se... Son objectif, il est exclusivement, pour la grande majorité, c'est également une tendance qui est observée depuis quelques années, pour une grande majorité, c'est un objectif business, un objectif lucratif. Son objectif, c'est de pouvoir récupérer le maximum d'argent à partir de son action d'attaquer votre système d'information. Donc son objectif, c'est d'être certain, en tout cas d'avoir le maximum de certitude que l'entreprise ne pourra pas redémarrer son activité, ne pourra pas redémarrer son système d'information, ne pourra pas redémarrer ses actifs essentiels. Vous avez vu, on parle d'Active Directory, on parle du serveur de backup, on parle du serveur de messagerie, on parle du serveur qui héberge les applicatifs métiers. Donc, vous ne pourrez pas redémarrer ces systèmes-là si vous n'accédez pas à sa demande. Et c'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre. Une fois que le cyberattaquant procède au chiffrement, son objectif, c'est discuter avec lui et donc payer cette rançon-là. Donc c'est très important de voir comment mettre en place un certain nombre de mécanismes, un certain nombre de procédures pour éviter d'avoir 20, 30, 40. Je disais tout à l'heure, nous avons une entreprise qui est au-delà des 45 jours et qui n'a pas encore redémarré l'intégralité des actifs qui ont été victimes de ransomware. Comment faire pour redémarrer, réactiver vos actifs le plus vite possible? Évidemment, on va parler de prévention, comme lorsqu'on fait un système anti-incendie. L'objectif, c'est de prévenir, évidemment, en cas de légère fumée, il y a des systèmes d'alarme, il y a des systèmes qui vont étouffer éventuellement ce feu-là. Donc on va prévenir, donc, comme dans un système d'information. Lorsque vous êtes victime d'une cyberattaque, il faut savoir prévenir. Donc la prévention, c'est extrêmement important. La prévention, Vim tout à l'heure, Yed reviendra dessus. Il y a des règles indispensables, il y a des règles de bon sens. Il faut que tout un chacun, on s'impose au quotidien lorsqu'il s'agit des actifs de l'entreprise pour laquelle on travaille. Il y a une règle, évidemment, disposer de 3 copies de vos données au moins. Les données de prod, c'est déjà une seule copie, donc les données qui sont en exploitation en prod, et puis 2 autres copies qui sont indispensables. Plus 2 copies que je vais stocker sur des supports différents, et puis évidemment, une copie que je vais conserver hors site. Je rentrerai pas dans le détail, encore une fois, Vim va rentrer dans le détail tout à l'heure. La prévention, c'est très important, encore une fois. Nous avons quelques entreprises, sur les entreprises qui nous ont remonté leur incident de sécurité, en particulier lié au ransomware depuis le début d'année. Certaines, encore une fois, comme vous l'avez vu tout à l'heure, n'avaient pas de backup sur au moins un actif. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pu redémarrer cet actif-là. Ça veut dire que cet actif-là, ces données-là sont perdues. Il n'y a pas 36 000 manières, et ça, il faut être très clair, il faut être extrêmement honnête avec vous-même, avec votre entreprise, sans backup. Si vos données sont chiffrées, il n'y a quasiment aucune possibilité de les restaurer. Ce mythe de penser que nous allons récupérer, que vous allez récupérer par je ne sais quelle méthode des clés de déchiffrement pour contrer un ransomware n'existe pas. Il n'y a que des ransomware qui sont anciens et on n'a aucune garantie que ces clés fonctionnent. Il n'y a qu'à aller regarder la littérature qui existe sur certains sites spécialisés ou des clés de chiffrement
au lieu de déchiffrer, ont engendré des pertes et des corruptions de données. Donc ce mythe-là de penser que nous allons récupérer, que vous allez récupérer des clés de déchiffrement, c'est un mythe sur lequel je vous recommande de ne pas trop y croire. Il faut croire à ce que vous avez, à ce que vous maîtrisez. Et votre sauvegarde, vous la maîtrisez. Il y a encore une fois des règles qui permettent de le faire. La prévention, c'est très bien, c'est utile, c'est indispensable, c'est du bon sens. Ce jargon prévenir, euh, pouvoir guérir, je suis d'accord, je suis le premier à le dire. Lorsqu'il s'agit de cybersécurité, on n'a aucune garantie de guérir juste en faisant de la prévention. Il est extrêmement important de s'entraîner à guérir. Il ne faut pas se dire que parce qu'on a prévenu, parce qu'on a une copie de sauvegarde, on va pouvoir restaurer. Combien d'entreprises avaient des copies de sauvegarde, avaient des sauvegardes, et lorsque la sauvegarde a été utilisée, la restauration n'a pas réussi. Sauvegarde réussie ne veut surtout pas dire restauration réussie. L'entraînement est indispensable lorsqu'on doit contrer les cybermenaces d'aujourd'hui, en particulier les ransomware. Il est extrêmement important de bien avoir ça en tête, que la cyber-résilience passe par une bonne préparation. Et cette préparation, ça veut dire tout simplement planifier, documenter et stresser votre DR. Stresser, faire des tests de disaster recovery, et s'entraîner continuellement à le faire. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez une sauvegarde quotidienne, il est extrêmement important d'avoir très régulièrement et de manière extrêmement organisée, extrêmement planifiée, les tests de ces restaurations. L'idée, c'est que le jour J, vous soyez prêt. Il est important que le jour J, que vos sauvegardes puissent être restaurables. Il n'y a pas pire situation, je ne sais pas si certains qui sont présents aujourd'hui peuvent en témoigner. Vous avez le fil de discussion, le chat qui vous permet éventuellement de poser vos questions et éventuellement de témoigner sur des choses que vous avez vécues et comment dans vos entreprises vous avez pu réagir et quelles ont été les difficultés. Ça serait à mon avis intéressant d'avoir vos témoignages et qu'on puisse interagir tous ensemble autour de ce sujet important. Mais combien d'entreprises, encore une fois, ont vécu cette situation-là où le jour J, lorsqu'il fallait restaurer, quelle que soit la raison de la demande de restauration, la sauvegarde n'a pas fonctionné. Lorsque vous restaurez un système, ce n'est pas que des données au final que vous êtes en train de restaurer. C'est tout un système. Un système, c'est un OS. Un système, c'est une base de données. Un système, c'est des applicatifs. Un système, c'est des services qui doivent redémarrer. Un système, c'est des crédentiels. Je vous donne un exemple. Le simple fait de se connecter sur un serveur de messagerie en tant qu'utilisateur, ça nécessite un certain nombre de mécanismes. Il n'y a qu'à voir quand vous installez un serveur de messagerie dans votre entreprise, quels sont tous les mécanismes par lesquels vous devez passer pour qu'au final, l'utilisateur puisse simplement envoyer, recevoir des emails. Évidemment, tous ces processus-là, lorsque vous faites votre restauration, doivent être efficaces et doivent fonctionner. Tout l'intérêt, et on le dira jamais assez, pour pouvoir avoir une résilience de son système d'information, une résilience de vos applicatifs, une résilience de votre activité sur votre système d'information, la préparation, la bonne préparation est indispensable. Je remercie beaucoup. C'est la main à IED qui va continuer. Je vous rappelle que vous avez la possibilité à travers le chat de poser toutes les questions qui vous posent par la tête. On y répondra à la fin. Il y aura une séance de questions-réponses. Donc, au fur et à mesure, n'hésitez pas encore une fois au fil des slides à poser des questions, soit parce que vous souhaitez détailler un point qui a été présenté, soit encore une fois pour partager avec le plus grand nombre votre expérience. Merci beaucoup. Iliad, c'est à toi. Ok, je reprends. Donc, je reprends le relais, je vais partager mon écran.
Parfait. Donc, merci Mehdi pour tous ces détails. Ben, je vais pas aller plus en détail pour la partie ransomware, comment ça fonctionne. Donc, Mehdi, elle a très bien expliqué. Moi, on va commencer déjà par vous présenter un peu Vim pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, en quelques mots, Vim, c'est quoi? Donc, Vim, c'est donc une société qui se base tout d'abord sur un logiciel de sauvegarde, donc pour les infrastructures virtuelles, physiques, le monitoring, l'orchestration. Donc, c'est une société qui est présente, ils sont présents sur 160 pays. On est plus de 5000, presque 5000 employés déjà chez Vim. On a plus de 355 000 clients avec un chiffre d'affaires qui a été atteint, qu'on a atteint le 1 milliard de dollars en 2019. Donc c'est un peu out of date. Le dernier Q2. Aussi un index très important, c'est le NPS, Net Promoter Score. Donc ça, c'est un score en fait qui indique la satisfaction des clients par rapport au produit, que ce soit le produit, que ce soit la prévente, donc pour le support. Et donc Vim a un NPS de 75, qui est, comme vous pouvez le voir, comparé à d'autres acteurs majeurs du marché comme Netflix, Amazon, qui se positionnent très bien par rapport à d'autres éditeurs de logiciels ou de services. Voici une liste de quelques références qu'on a en Algérie, puisqu'on est présent donc quasiment sur tous les pays. On a Cévital, on a Ifri, on a Sovac, on a Kia, Algérie, il y en a d'autres aussi, on n'a pas tout listé. Donc, juste pour que vous puissiez avoir quelques références locales. Quand on parle de Vim, on parle actuellement de Cloud Data Management, puisqu'on sait que le cloud, c'est l'avenir. Donc, juste une petite parenthèse, quand Vim a commencé il y a 12 ans, Vim, il n'a pas innové, il n'a pas créé le backup, il existait déjà. Ce que Vim a ajouté, c'est que Vim a parié sur la virtualisation. Donc, Vim, quand il était sorti, donc il faisait la sauvegarde et la restauration que des machines virtuelles. Donc, pendant que tous les autres logiciels donc, se localisaient plutôt sur la partie physique, qui était à ce moment-là la plus fréquente. Mais on voit qu'après 10 ans, donc tout le monde migre vers la partie virtuelle. Et ce que Vim a fait il y a 2 ans, il a refait la même chose, mais en pariant cette fois sur le cloud. On va voir pourquoi. Parce que le cloud, déjà, par rapport à la résilience, on va le voir plus en détail après, ça vous assure cette règle de 3-2-1 que Mahdi a indiqué, donc 3 copies sur 2 médias différents, dont un externe. Déjà, si vous utilisez le cloud ou vous optimisez, déjà vous avez une copie sur un média différent, parce que les médias, c'est quoi les médias en fait? Les médias, c'est les disques, ça peut être de la bande, et ça peut être du cloud. Le cloud, c'est considéré comme un autre média. Et du coup, vous pouvez assurer le 1 des 3 copies avec une copie sur un média différent, dont une est externe. Aussi, privilégier le fait que le cloud offre par défaut une résilience et une copie sur différentes régions. Donc, ce qu'ils peuvent vous donner par rapport à ça, donc ils vous en présentent pas dans physique, virtuel ou cloud, donc vous avez toutes les possibilités. Donc, déjà, le premier mot, quand on entend BIM, c'est simplicité. Simplicité à déployer, à utiliser. C'est flexibilité. Donc ça va de pair avec ce qu'on vient d'énoncer. Donc la possibilité que vous offre BIM de migrer votre flux du physique vers le virtuel ou bien vers le cloud. Et bien sûr, la reliability. Donc c'est ce qu'aussi a dit Mahdi. Donc c'est très bien sauvegardé, mais le plus important, c'est de restaurer, c'est d'être capable de restaurer ce sauvegarde, parce que sinon, une sauvegarde qui ne se restaure pas, ça sert à rien. Une petite vue globale des produits Vim, de ce que couvre Vim. Donc, comme on a dit, Vim, il a commencé avec le produit principal qui était Vim Backup et Réplication, qui fait la sauvegarde des machines virtuelles sous VMware, Hyper-V et AHV. Et après, on a ajouté aussi la partie monitoring avec le Vim1 qui va vous permettre de faire du monitoring, du reporting, du capacity planning de votre infrastructure virtuelle, VMware Hyper-V, et du reporting et du monitoring beaucoup plus poussé pour votre partie backup si vous voulez coupler ensemble, ce qu'on appelle le Vim Availability Suite. Après, donc Vim Backup et Réplication,
c'est une sauvegarde sans agent, bien sûr. Il n'y a pas d'agent qui s'installe ni sur les hyperviseurs, ni sur les machines virtuelles. Et il se base sur les snapshots. Et du coup, pour optimiser encore plus, on a aussi intégré la partie stockage, intégration avec les stockages, avec les acteurs majeurs du marché, comme HP, Cisco, Neta, Fujitsu, Dell, Exagrid et ainsi de suite, pour que Vim puisse vous donner les performances les plus optimales. Donc, on a des alliances avec ces acteurs-là. De la même façon, on a des alliances aussi avec les acteurs majeurs du cloud, tels que Amazon, Azure ou IBM Cloud. Donc, on parlait Vim, backup et réplication, ça couvre la partie virtuelle, mais Vim ne s'arrête pas là. Donc, Vim permet aussi de couvrir la partie physique avec les agents Vim pour Windows, pour Linux, pour Oracle, Solaris et aussi pour AX. Dernière partie qu'on couvre aussi, c'est la partie service. Donc, Vim vous permet de sauvegarder votre boîte mail, votre site SharePoint qui se trouve sur la partie Office 365. Donc tout ça, c'est, on va dire, le scope de Vim pour assurer la sauvegarde et la restaurabilité de vos données. Donc ça, c'est pour résumer. Donc pour faire le monitoring Vim, on a donc le Vim One. Pour la partie backup, on a le Vim Backup et Réplication, donc qui inclut aussi les agents. Et on a pour la partie Office, le Vim Office 365. Et pour orchestrer le tout, donc pour orchestrer votre PRA, pour orchestrer votre activité à partir des applications ou des backups, on a le dernier mais donc l'orchestrateur, qu'on va après un peu voir dans cette partie-là. Donc la question qui se pose, comment protéger donc votre infrastructure avec Vim Availability Platform? Donc on va commencer déjà par les sujets de base déjà de cette période de Covid. Et du coup, on travaille tous de chez nous et ça engendre des risques. Donc les risques, c'est la connexion. Donc les responsables informatiques ne peuvent pas contrôler la sécurité de tous les réseaux Wi-Fi des utilisateurs. Donc ça, c'est pas possible. Et du coup, ça augmente les risques de contamination par des virus et notamment des ransomware. Probablement, comme l'indiquait Mahdi, via différentes techniques, par exemple comme le phishing scam, les attaques phishing avec des emails trompeurs quand on est des liens et des pièces jointes malveillantes qui permettront aux pirates d'accéder à votre appareil et de l'utiliser. Il y a aussi des risques de mots de passe qui ne sont pas vraiment très sécurisés et conformes, qui peuvent être vraiment très simplement et facilement craqués par les pirates. Donc, le problème qui se pose, c'est en fait l'intensification des attaques ransomware. Donc, ceux qui ont déjà connaissent un peu ce qui se passe. Je ne sais pas exactement comment c'est en Algérie par rapport à ces attaques-là, mais sur le marché européen, je travaille en France plutôt, ces attaques-là ont vraiment augmenté vu que tout le monde travaille de chez soi et que la sécurité n'est pas optimale. Comment on peut vous aider pour ça en fait? Déjà, première chose, on a des alarmes on a parlé de Vimon, qui est le logiciel de monitoring et de reporting. Et qu'est-ce que vous permet de faire Vimon? Il vous aide à détecter une attaque en cours avec le Vimon, avec les alarmes de Vimon. Et ensuite, il va vous permettre de déclencher une action qui va vous permettre d'agir sur cette machine, soit la déconnecter, soit restaurer ou faire un failover de votre réplica sur votre site de PRA, ainsi de suite. Vous parlez des attaques déjà. Donc, on a deux types d'attaques. Donc, je synthétise juste ce qu'a dit Mad parce qu'il a fait très bien en détail. Donc, il y a deux types d'attaques. Il y a les attaques opportunistes, comme on a dit. Donc, opportunistic attack, c'est une attaque qui va crypter tous les données de votre serveur ou de votre poste utilisateur. Après, il y a d'autres attaques qui sont plus visées, en fait. C'est des target and orchestrated attacks. Donc, ces types d'attaques-là, elles attaquent directement votre sauvegarde, votre serveur email. Donc, c'est des attaques préméditées
qui vont choisir des cibles spécifiques pour vraiment vous bloquer. Parce que dès que votre backup est crypté, et qu'ensuite la production est cryptée, vous n'aurez plus aucune possibilité de reprendre votre activité. Donc cela se passe comment en fait? Pour les types d'attaques orchestrées, c'est une sauvegarde, donc ça attaque directement les serveurs principaux. Ensuite, c'est un chiffrement silencieux, donc ça veut dire que ça ne va pas vraiment être alarmant, donc ça ne va pas consommer vraiment les ressources pour que vous puissiez le voir. Et souvent, Yed, excuse-moi, juste ta présentation n'est pas en panorama. vous voyez quelle présentation? Deux types d'attaques, je pense celle que tu es en train de présenter, mais elle est juste, voilà, c'est mieux, super, merci. Là, vous voyez laquelle? C'est parfait. Deux types d'attaques, c'est bon. Tu es en panorama, c'est bon, merci. Parce que j'ai rien fait, c'est pour ça. Là, c'est bon. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que peut faire Vim1? Vim1, donc comme on a dit, c'est un outil de monitoring et de reporting. Donc, pour la partie monitoring, on a une alarme qui s'appelle le Possible Ransomware Activity. Donc, cette alarme-là, elle va permettre, comme on a dit, puisque le ransomware, quand il se manifeste, il va en fait attaquer la machine et commencer à crypter les données. Donc ça va engendrer une suractivité au niveau des CPU et des RAM et d'un taux de changement au niveau des disques aussi. Donc tout ça, ça peut être vérifié avec cette alarme qui va utiliser des seuils pour vérifier le taux d'utilisation et vous alarmer, par exemple, si votre machine qui est en général, qui utilise un taux de ressources de 30 à 40 ou à 50%, qui soudainement commence à utiliser à 80% de CPU ou 90% pendant une période. Donc l'alarme va se déclencher, va vous avertir, vous allez recevoir un email de notification et si vous configurez une action, ça va directement arriver et faire une action directement sur la machine. Donc ça, c'est le fonctionnement traditionnel des ransomware, mais il existe aussi des ransomware, on va dire, intelligents. Dans quel sens ils sont intelligents? C'est que ces ransomware-là, ils ne vont pas consommer en fait, les ressources d'une façon intensive. Ils vont commencer tout doucement et ils vont être, en fait, ils vont commencer par les fichiers les plus anciens, comme vous voyez ici, pour que l'utilisateur ne puisse pas même voir, parce que en fait, quand vous allez voir, détecter ça, vous allez voir que ces fichiers sont cryptés. Mais en général, ce qu'on va vérifier, c'est les fichiers dont on a besoin. Donc, c'est les fichiers les plus récents. On va pas voir les fichiers en général les plus anciens. Donc, ce type de malware, il va commencer par les anciens fichiers et dès qu'il est détecté, il va accélérer le processus, en fait, de cryptage. Ça, c'est le nouveau type de malware. Et pour ces types de malware, de ransomware, on a un autre rapport, donc une autre alarme, qui va se baser, elle, sur la taille des fichiers de backup. Parce que, juste une parenthèse par rapport à ça, la sauvegarde Vim, c'est une sauvegarde complète, suivie d'incréments. Donc ces incréments-là, ils vont contenir les blocs en fait, qui ont changé par rapport à la sauvegarde précédente. Par exemple, on a modifié un fichier, on va juste prendre les blocs du fichier, même pas tout le fichier, qui ont été changés. Et dans ce cas-là, en général, un incrément, bah, par exemple, une sauvegarde full de Vim, ça fait, avec la duplication en compression, ça vous fait une 50%. Par exemple, pour un Tera, vous aurez 500 gigas de sauvegarde full, suivi d'incréments qui font entre 3 et 10% selon le type de machine qu'on sauvegarde. Et du coup, vous pouvez, avec cette alarme-là, vérifier la taille de vos incréments sur une longueur de 3, par exemple, points, comme ici. Ici, on voit le premier fichier qui a une extension BBK, donc c'est Vim Backup Full, donc ça c'est la sauvegarde full, qui a une taille normale de 76 Go. Mais après, on voit que la sauvegarde suivante, VIB, un incrément, a quasiment la même taille. Pourquoi ça? Parce que, en fait, quand on crypte un bloc, il change. Et du coup, on est obligé de copier la totalité du disque. Parce que tous les blocs pour Vim, ils sont différents des blocs précédents. Donc ça, c'est une possibilité pour vous de pouvoir détecter ça avec cette alarme. Donc les taux de changement. Vous avez, première chose, donc l'utilisation de ressources anormales au niveau des machines. Et deuxième chose, c'est l'évolution de vos fichiers incréments. Donc vous pouvez aussi dans l'alarme, donc ça c'est les règles d'une alarme Vim. Donc,
toutes les alarmes Vim ont des règles, vous pouvez les modifier à votre guise, vous pouvez spécifier les seuils. Et ici, donc vous spécifiez le taux donc pour un alarme ou le taux pour vous envoyer un message d'erreur. Et puis, vous pouvez aussi ajouter le amount incremental backup check. C'est en fait le nombre de fichiers qui seront checkés et qui seront en fait euh, qui générera une moyenne pour avoir une idée si on va enclencher l'alarme, pardon, par rapport à la taille de l'incrément. Parce que l'incrément, il peut aussi varier selon l'activité de votre machine. Donc, après, comme on a dit, dès qu'on détecte une alarme, qu'est-ce qui se passe? On peut spécifier une action. Donc, cette action, c'est lancer un script. Ce script, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut restaurer une machine sur un autre emplacement. Il peut la déconnecter pardon, du réseau. Et selon votre envie, selon votre en fait, règle de sécurité, en réaction au ransomware, vous pouvez juste le mettre sur un script et il sera déclenché automatiquement dès que l'alarme s'enclenche. Donc ça, c'est pour la partie Vim1. Donc on a parlé de Vim1, du backup et réplication. Sans ça que ça, c'est pour la monitoring et pour la détection des probabilités d'être atteint par un ransomware. Là, on va parler plutôt de la partie Vim backup et réplication et comment Vim en action peut vous optimiser la résilience ou la réponse à une attaque de ransomware. Déjà, première chose, il faut réduire l'exposition et isoler vos sauvegardes. Ça, c'est clair. Donc, première chose, donc, Vim, ce qu'on préconise dans les règles des 3-2-1, déjà pour y revenir. Donc, 3 copies, on a dit, sur 2 médias différents. Ça peut être de la bande, du cloud ou du disque en général. Première sauvegarde, ça se fait sur du disque local. Là, peu importe le type de disque, pour qu'on puisse bénéficier de la rapidité des restaurations à partir des disques. Ensuite, on peut externaliser vers du cloud, qui est étanche aussi aux attaques de ransomware en large scale, on va dire. On a aussi les bandes qui ne peuvent pas être atteintes par les ransomware, et on a aussi les baies de déduplication qu'on va voir ensemble. Mais pour le premier cas, donc le repository, on peut aussi optimiser celui-ci. Comment? Un repository Linux, ça peut être Windows aussi, mais en Linux, on a plus de possibilités de gérer les comptes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va protéger un disque, en fait, sur un serveur Linux ou Windows? Déjà, première chose, on va créer un compte associé ou dédié à Vim. Donc là, on peut dire Data Mover Linux propriétaire. C'est-à-dire le Data Mover, c'est le service, en fait, qui va assurer le transport, la déduplication des données. Donc ce service-là, il faut lui donner un compte spécifique avec le minimum de droits. Déjà. Deuxième chose, euh, isoler votre serveur. Ça veut dire physiquement isoler votre serveur, si possible, sur une DMZ et le lier à partir du serveur Vim. Donc, configurer les règles de pare-feu qui soient minimes, donc juste ouvrir les ports essentiels au serveur, déjà. Donc, après, on a parlé des baies de déduplication. Les baies de déduplication, comme tout ce qui est data domain, store once, hexagrid, via les DD boost et catalyst et autres, pourquoi ils ne sont pas sujets à une attaque ransomware, du moins avec Vim? Parce que pour communiquer avec ces baies de déduplication, on va pas déployer de service qui va y écrire, on va communiquer avec les API. Et du coup, les baies de déduplication ne peuvent pas, en fait, on peut pas, en fait, encapsuler le malware dans une requête API. Du coup, c'est aussi une assurance. On a parlé aussi du cloud. Donc, les sauvegardes sur cloud ou sur bande, c'est aussi immunisé, on va dire, contre les ransomware. Donc, voici votre stratégie. On va opter sûrement pour une backup sur disque, optimiser au maximum avec les règles de hardening pour le disque. Après, pour les différentes copies, que ce soit une baie de duplication du cloud ou de la bande, c'est naturellement immunisé contre les malwares. Aussi, un autre point très important, c'est l'infrastructure qui est sans catalogue. Qu'est-ce que ça veut dire, infrastructure sans catalogue ou fichier de sauvegarde autonome? Donc ça, c'est la même chose. Ça veut dire que le sauvegarde Vim, quand vous faites une sauvegarde d'une machine Vim, d'une machine par exemple avec une backup et réplication, le catalogue et l'index vont se trouver à l'intérieur du fichier lui-même.
C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'index ou de dépendance entre le fichier de backup et la base de données de Vim. Donc là, les données dont a besoin la base de données se trouvent dans le fichier de backup. Ça veut dire que si vous perdez votre serveur Vim, si vous voulez juste importer le fichier, il est possible de l'importer. Dès que vous importez le fichier, il va générer ces informations dans la base de données. Ça, c'est très important puisque peu importe où vous allez mettre votre fichier, vous allez pouvoir restaurer la machine entière, des fichiers ou des objets, toujours à partir de ces fichiers, même si vous installez une autre instance. Donc, la portabilité, c'est très important aussi. Restauration ultra rapide. Donc, ça va dans le sens où on a dit que si on va détecter une problématique d'un malware, les actions qui peuvent être faites, c'est de déconnecter la machine, mais en les déconnectant, elle va plus être productive. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reprendre une machine correcte, une machine clean. Ça veut dire qu'on va faire leur restauration à partir des backups qui ne sont pas encore touchés. Et pour minimiser notre RPO, il faut que cette restauration soit le plus rapide possible, que ce soit pour les machines virtuelles ou pour les machines physiques. Ou bien, par exemple, si vous avez une machine qui est en production, que vous voulez restaurer en même temps, on a ce qu'on appelle une direct SAN restore. Ça veut dire qu'on va directement écrire sur le SAN, ne pas passer par les hyperviseurs, et utiliser la technologie, par exemple, pour VMware, du change block tracking. Ça veut dire que on va juste copier les blocs qui vont en fait changer l'état de la machine. On va pas copier toute la machine, la restaurer sur la production. Donc, attendre le temps que ça se transfère. On va juste détecter les blocs qui sont différents par rapport à l'état de la sauvegarde et juste envoyer pour mettre la machine à cet état-là. Donc, pour illustrer ça, en fait, on a ce qu'on appelle la restauration Vim Instant VM Recovery. Donc, Instant VM Recovery ou Instant Physical Machine Recovery, parce qu'avec la V10, donc cette fonctionnalité s'applique aussi pour les machines physiques. Peu importe la machine physique, il est possible de la restaurer instantanément sur un hyperviseur, que ce soit du VMware ou de l'hyper. Comment ça se passe? Donc ici, à gauche, on va dire qu'on a notre infrastructure virtuelle avec notre hyperviseur, notre stockage de production et nos VM. Donc à droite, on a notre serveur Vim avec du disque local ou du NAS, avec les backups qui sont compressés et dupliqués. Et puis un jour, on a une problématique et notre machine de production, elle crache. Dans ce cas-là, en général, qu'est-ce qu'on va faire? On va restaurer la machine. Donc, on va prendre la machine à partir du fichier de backup, dédupliquer, décompresser, ensuite transférer toutes les données vers la production storage et ensuite enregistrer la machine, donc, et puis commencer. Donc, si c'est une machine, on va dire de quelques terras, sur un réseau traditionnel standard, ça va prendre du temps. Et donc, le temps que ça va prendre, ça, c'est une production qui n'est pas en train de fonctionner. Pour ça, on a ce qu'on appelle la feature recovery, je dis donc, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre de démarrer directement la machine à partir du fichier de backup sans avoir à transférer les données. Comment ça se passe en fait? Vim, avec la technologie qui s'appelle Power NFS, il va en fait présenter le volume qui héberge les sauvegardes ici, donc backup storage, peu importe que ça soit une bête déduplication, un serveur Linux, un serveur Windows, il va présenter ce dossier-là à l'hyperviseur comme étant un partage NFS et du coup, l'hyperviseur pourra directement enregistrer la machine et y accéder et ensuite, vous pourrez faire votre migration à chaud. Ça veut dire que vous serez connecté à votre machine donc, qui est connecté au réseau, par exemple, si c'est un serveur SQL, votre base de données est active et entre-temps, vous êtes en train de finaliser la restauration, déplaçant les disques vers la production. Donc ça, c'est la restauration asset recovery qui va vous optimiser votre RPO en réponse à une attaque rançon. Ensuite, on a une autre possibilité, c'est d'accélérer vos restaurations. Accélérer vos restaurations, on a vu que ça, comment ça se passe, il y a l'instant recovery, mais aussi quand on restaure, on a dit, il n'y a pas, on peut restaurer, on peut sauvegarder, pardon, mais pour restaurer, en fait, on le teste en général que quand on en a besoin, en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr que la sauvegarde que j'ai faite il y a 2 mois, elle était restaurable, mais maintenant, est-ce qu'elle est toujours restaurable? Donc les risques sont multiples. Ça peut être une attaque de virus, comme on est en train de parler maintenant.
ça peut être un secteur du disque qui est endommagé et du coup le fichier n'est plus récupérable. Ça peut être l'OS, ça peut être multiples raisons. Et donc assurer une continuité de test de vos sauvegardes, peu importe euh, la date de création de ces sauvegardes, c'est très important. Et là, on va directement parler de notre outil, donc qui s'appelle le Vim Orchestrator. Donc ça, c'est un outil complémentaire à Vim Backup et Réplication, et qui lui, son rôle, c'est d'orchestrer les reprises d'activité, que ce soit à partir des sauvegardes ou à partir des réplications, puisque Vim il fait du backup et de la réplication, bien sûr. Et du coup, on voit ici, par exemple, vous allez créer ce qu'on appelle un plan de PRA. Avec Vim, vous allez créer, par exemple, un job de réplication des machines les plus critiques, votre Active Directory, votre serveur Exchange, votre serveur SQL ou Oracle, et le serveur applicatif qui se base sur cette base de données SQL ou Oracle ou autre. Et du coup, vous allez organiser un plan de reprise d'activité dans l'ordre que vous voulez, le test que vous voulez, et ce plan-là, vous allez orchestrer sa vérification. Par exemple, vous vous dites que chaque fin de semaine, je veux revérifier mes restaurations. Ça veut dire que je vais être sûr que mes machines sont restaurables à ce moment-là, au moment T. Donc, l'orchestrateur, il va vous orchestrer ça et puis vous montrer déjà. Donc, première chose, les tests pour ceux qui connaissent Vim, donc on a ce qu'on appelle le show backup, donc le Data Lab. Le Data Lab, c'est un environnement virtuel qui va vous permettre de démarrer, comme pour l'instant Recovery, ces machines-là que vous voulez tester, de les démarrer à partir du fichier de backup sur un réseau isolé sur votre infrastructure, de faire tous les tests qu'il faut, et puis, dès que les tests sont finis, donc vous aurez un rapport détaillé de tous les tests, et les machines seront arrêtées et elles reviendront à leur état de backup. Ça, juste pour les tests, pour que vous sachiez, donc ça ne va consommer aucun espace disque sur la production, ça va aussi utiliser la technologie vPower NFT. Donc ça vous permet en un premier temps de vérifier ces tests chaque semaine ou chaque jour, et ensuite, ça va vous aussi, vous pouvez faire des plans de reprise d'activité, donc des plans qui seront prêts à l'emploi, et du moment que, par exemple, si vous avez une problématique en production, il suffit de faire un seul clic et le plan sera activé. Donc, après ce test, il pourra juste être activé, implémenté en production. Donc, l'avantage du orchestrateur, c'est quoi en fait? C'est les rapports qui vous donnent en fait. C'est des rapports en format PDF, Excel, ce que vous voulez en fait, quel format. Le plus important, c'est que ça vous donne une trace écrite de tous les résultats des tests. Comme ça, par exemple, pour ce plan de reprise d'activité sur le Data Lab, il va vous indiquer, vous allez spécifier des seuils de RPO, de RTO que vous ne voulez pas dépasser, et lui, il va vous indiquer ces paramètres-là. Il va faire les tests. Vous n'aurez pas à juste revoir donc réellement les tests des statistiques au niveau de la console. Vous aurez un rapport bien défini pour l'œil humain en fait, et qui pourra être signé et confirmé par la direction pour certifier les plans de reprise d'activité. Comme vous pouvez voir ici, donc on a spécifié des seuils de RTO de 1 heure et des RPO de 24 heures qui sont, donc l'heure des tests sont bien passés, du coup, ils vous indiquent le temps que ça a pris pour l'RPO et l'RTO, et du coup, c'est compliant. Donc, on a parlé de la reprise d'activité rapide, de l'orchestration de vos sauvegardes pour être sûr toujours que votre sauvegarde est récupérable et qu'elle n'a pas été affectée par un virus ou une autre problématique. Ensuite, on a la partie isolation. Isolation, donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée avec la version 9.4, donc la version précédente, et qui permet, donc c'est premièrement le Secure Restore, le Stage Restore et le Sure Backup. Donc le Secure Restore, c'est quoi? Ça veut dire que si vous voulez restaurer une machine, avant de restaurer cette machine et de l'implémenter, par exemple, vous allez restaurer votre machine en Instant Recovery. Donc, la machine, comment on l'a fait? Donc, on restaure, elle va démarrer à partir du fichier de backup, donc du NAS vers la production. Mais ce qu'ajoute le Secure Restore, c'est une nouvelle couche qui va permettre, avant d'implémenter cette machine en production, de monter son système du fichier sur le serveur Vim, où vous avez déjà installé votre antivirus et qui va vous permettre de scanner
qui va permettre à l'antivirus qui est installé sur le serveur Vim de scanner tous les fichiers de cette machine et de voir si, par exemple, il y a un virus ou un malware qui est présent. Vous me direz, j'ai fait le backup, il y avait l'antivirus qui était installé, il n'y a rien de détecté, donc normalement ça doit être OK. Mais je vous dirais que votre antivirus, peut-être vous l'avez changé, peut-être vous l'avez mis à jour, peut-être vous avez installé un autre antivirus en parallèle, peut-être cette machine n'était pas ajoutée dans le scope, et là, vous n'aurez pas pu détecter ce virus, et en restaurant, vous allez affecter tout votre réseau. Donc ça, c'est une fonctionnalité très intéressante et qui est agnostique quasiment aux antivirus. Donc, bien une liste spécifique, mais c'est juste tous les antivirus qui ont la possibilité de configurer les fichiers XML, donc ils sont compatibles avec Vim. Le Secure Restore, vous le trouverez sur tout type de restauration Vim. Donc ici, par exemple, pour une restauration de machine complète, on va voir ici donc la destination, les ressources pool, le data store, vous voulez mettre le dossier, votre réseau, et puis vous avez cette case-là. Donc cette option Secure Restore qui va vous permettre de faire le scan. Donc vous activez le scan antivirus, et puis vous dites à Vim si la machine est bien affectée, je veux arrêter le processus de restauration. Ou bien vous voulez quand même, bon c'est pas très secure, mais vous pouvez quand même aussi l'activer. Mais c'est très important que Vim, dès qu'il détecte un virus, il va arrêter la restauration. Il ne va pas compléter cette machine pour qu'elle puisse disperser le virus. Ici, par exemple, donc, quand on démarre la restauration, il est en train de fonctionner. Après, il va vous dire, donc, restoring with network data disable. Donc là, il a laissé la machine puisqu'il ne va pas, il va pas la connecter au réseau. Et là, on peut voir que le résultat du scan, il a trouvé 6 fichiers affectés. Donc, voici les fichiers. Et il vous donne donc directement les résultats de votre antivirus. Donc, comme on a dit, les stage restore, c'est quoi en fait? Parce que Vim, pour restaurer une machine, il va la monter. Donc, sous ce qu'on appelle un mount server, ça c'est de base le serveur Vim. Donc, il va monter le système de fichiers de la machine. Et puis, comme ça, puisqu'il liste toutes les machines, il a l'antivirus qui est installé dessus, il va tout faire le rescan de tout le système. Et si tout se passe bien, il va restaurer la machine en production. Sinon, si ça se passe, si la machine est affectée, malheureusement, on va juste arrêter la restauration. Pour conclure, par rapport à ce qu'on vient de dénoncer, Repository Linux, pour ceux qui aiment bien Linux, qui savent bien que on a plus de flexibilité sur la configuration des comptes, sur la restriction d'accessibilité. Donc ça, c'est un avantage parce que pour assurer plus de résilience, il vaut mieux éliminer le maximum de superflu. Donc des plugins qui ne sont pas nécessaires, des utilisateurs ou des ports qui sont ouverts qui ne sont pas nécessaires ou des droits granulaires qui peuvent être évités. Donc tout ça, c'est l'outil de travail des hackers pour qu'ils puissent bénéficier de ces petites erreurs pour qu'ils puissent attaquer votre infrastructure. Autre chose, protocole d'accès. Les protocoles d'accès, on l'a dit, pour les baies de déduplication, l'avantage, c'est qu'on utilise des API, donc on n'écrit pas dessus, on ne peut pas encapsuler de virus. Donc ça, c'est immunisé. On a aussi les clouds et les bandes. Donc les bandes, ça reste, ça va rester du point de vue de capacité par rapport au prix déjà des bandes, ou bien aussi en fait l'immunité contre les virus, puisque c'est une bande, on écrit dessus, donc il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Un autre point qu'on a abordé, c'est la portabilité des fichiers de backup Vim. Donc le catalogue Vim, il est portable au niveau du fichier. Ça, c'est très important parce que avec Vim, vous n'avez pas besoin de vraiment vous investir beaucoup sur la réplication de la base de données ou de l'index du serveur lui-même. Donc si on perd le serveur, on aura au pire besoin de juste installer une nouvelle instance Vim vide et ensuite on va juste importer les fichiers qui vont être générés et qui peuvent être utilisés en backup ou en restauration. Troisième point, c'est la réactivité lorsqu'on détecte un ransomware. Comme on a vu avec Vim1, le principe c'est de réagir le plus rapidement possible et on a vu ensemble comment Vim peut vous assurer cette
possibilité de restauration ultra rapide pour que vous puissiez répondre et minimiser l'impact sur votre production. Donc ça, c'est juste une petite image pour décrire donc une attaque ransomware. Donc ça commence, ça nous bloque les machines. Ensuite, ça se propage sur les réseaux et ça va attaquer donc les disques de stockage, de backup. Et puis directement, dès que donc si on a bien assuré notre repository pour qu'il soit compliance, soit en BD-duplication, soit sur un serveur isolé, ou bien les bandes. Donc déjà, on pourra directement faire le instant recovery avec un secure restore. Comme ça, on restaure rapidement notre machine, mais on est sûr que cette machine n'a pas été, ou cette backup n'a pas été infectée par le virus. Et du coup, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais y répondre. Tac. Ok. Merci beaucoup, Yed, pour ta Avec présentation. plaisir. Je vois une question, donc à la fin, ça semble intéressant de toutes les alertes en relation avec l'éventuelle activité d'un ransomware. Ok. Si toi aussi, Maddy, si tu vois des questions. Oui, des questions qui me sont adressées Ok. également. Ouais, Vas-y, allez, je vas-y, t'en prie, je je t'en t'en prie. prie. Juste, Réponds. je t'en prie, moi, je vais lire, je t'en prie, vas-y. J'ai pas lu le temps de. Alors, bon, il y a plusieurs questions. Merci pour toutes les questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de les poser. Vous avez encore quelques minutes pour vous exprimer. Alors, il y a une question. Quel type de procédure et par segment à mettre en place par rapport à votre schéma? Alors, je pense que vous parlez du schéma sur la chaîne d'attaque d'un ransomware. En fait, il y a plusieurs procédures qui sont à mettre en place. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais peut-être discuter, en tout cas présenter deux, trois procédures assez intéressantes. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez des programmes malicieux qui s'exécutent à travers des macros Word, déjà l'opportunité de laisser les macros s'activer sur le poste de travail. Très honnêtement, de nos jours, en 2020, il y a très peu d'entreprises, très peu d'entreprises, qui continuent à utiliser les macros dans les documents Excel ou Word de manière généralisée. Excel, c'est plutôt les financiers qui utilisent. Si vraiment dans votre entreprise, vous avez certains financiers chevronnés qui continuent à utiliser des macros, limitez l'exécution de macros à uniquement à cette population. Deuxième chose, euh, même si ces financiers utilisent les macros, renforcer un peu plus la sécurité de ce périmètre-là pour l'exécution des macros. Deuxième élément, c'est la partie tripod. Tripod qui va essayer de, de rechercher, par exemple, des accès RDP. On a fait tout un séminaire là-dessus, d'ailleurs, sur les accès RDP. Sécuriser vos accès RDP. Isoler qui a le droit d'accéder en RDP. Donc, en règle générale, c'est les IT. Pourquoi ils accèdent en RDP? Quels sont les process d'accès à ces RDP? Et indépendamment de l'accès purement RDP, ce que va rechercher le pirate, c'est deux choses. C'est la vulnérabilité RDP et puis les crédentiels. C'est une fois qu'il a la mire de connexion sur un serveur en RDP, il va essayer de compromettre les crédentiels. Donc, voir comment protéger ces crédentiels. Donc, il y a un certain nombre de techniques pour s'en protéger. On avait fait un séminaire sur la sécurisation d'un environnement Microsoft, Active Directory, DNS, RDP, etc. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais encore une fois, il y a du bon sens par rapport à ces process-là à mettre en place pour isoler les failles éventuellement que vous avez dans votre système d'information par rapport à ce type de menaces. Et puis troisièmement, c'est la partie ransomware. Je pense que Yed en a bien parlé. Il y a deux choses: comment empêcher qu'un ransomware crypte, et puis ensuite, une fois que le ransomware a crypté, parce que encore une fois, la sécurité à 100% n'existe pas et le risque zéro évidemment n'existe pas. Donc il est fort probable
pour ceux qui n'ont pas été victimes de nos jours d'un ransomware, que vous le serez un jour. Donc, partir du principe que nous allons être très forts et que vous ne serez jamais infectés, c'est déjà méconnaître les cybermenaces et méconnaître l'évolution des cybermenaces. Donc, plutôt que de se dire on va jamais être victime d'une cyberattaque, c'est se préparer à être victime d'une cyberattaque. C'est ce qu'a expliqué très très bien Yed. Sécuriser vos backups, faire en sorte que vos backups soient isolés. Dans tous les cas de figure, avoir une copie isolée du réseau. Et puis, deuxièmement, faire en sorte que ces backups isolés ne contiennent pas de malware, comme on l'a vu tout à l'heure. L'attaquant, une fois qu'il a crypté vos données, c'est qu'il était déjà présent dans votre infrastructure depuis un certain nombre de temps. Donc, un des mécanismes qu'on observe de plus en plus, c'est la compromission des backups. Donc, c'est le fait de crypter les backups, mais avant de les crypter, c'est de faire en sorte que les backups que vous êtes en train de faire contiennent justement un certain nombre de programmes qui lui permettent de revenir et d'avoir de nouveau accès à votre système d'information une fois que vous avez restauré. Donc, le fait de sécuriser vos backups, c'est une chose, et puis le fait de faire en sorte également de vous assurer que les backups que vous faites ne contiennent pas également de fichiers malicieux. Merci Madi, merci beaucoup. J'ai une seule question, je pense. C'est Mohamed qui a demandé pour la restauration à partir des bandes magnétiques. Worst case, en fait, pour la restauration à partir des bandes magnétiques, c'est très simple pour Vim. Donc, on a deux types. Soit on restaure le fichier sur un disque latent, donc juste pour mettre le fichier de backup. Et ensuite, si on veut juste restaurer un fichier ou bien restaurer un objet Exchange ou AD, on restaure le fichier de backup sur un disque. Ensuite, on va prendre le fichier, l'objet dont on a besoin. Ou sinon, si on veut restaurer une machine entière, il est possible de restaurer directement de la bande vers l'infrastructure virtuelle. Ça, il n'y a pas de souci aussi. Ça fonctionne. J'espère que ça répond à votre question parce que c'est très simple en fait pour les bandes. Mais nous, ce qu'on préconise, donc les bandes, c'est très important pour garder plutôt une rétention pour la longue rétention en fait. Mais pour les sauvegardes de la semaine ou sur 2 semaines, on préconise d'avoir par exemple 2 semaines sur disque local. Après, vous pourrez externaliser votre sauvegarde, par exemple GFS, qu'on appelle GFS, c'est tout ce qui est archivage, donc grandfather, father, son. Là, pour donc une optimisation au niveau du coût, ça sera très pratique aussi de l'isolation des fichiers, de les mettre sur bande ou sur du cloud aussi. Donc les restaurations rapides ne seront pas aussi fréquentes que à partir des restaurations instantanées qu'on peut faire sur une période de 2 semaines, par exemple. Merci. Alors, moi, j'ai une question sur les RTO, RPO. C'est Reda Badji. Salut d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous avez un guide pour définir les RTO, RPO, etc. En fait, le guide, c'est bien d'avoir un guide, mais le guide ne vous servira pas à grand chose puisque les RTO, RPO définissent très clairement comment votre métier, comment les applications qui sont aujourd'hui qui supportent vos différents métiers souhaitent que les données, que l'activité redémarre. Donc très typiquement, il y a d'abord tout un processus à mettre en place avec les métiers pour définir l'impact d'une interruption de service sur votre business. C'est qu'à partir de là que vous allez pouvoir définir les RTO et les RPO. On peut organiser, si vous souhaitez, Reda, une séance de travail, un WebEx, pour essayer de vous expliquer quel est ce processus-là qui permet de définir d'abord le BIA avant d'arriver au RTO et RPO. Et ce qui est très intéressant, et je vais laisser parler Yed dessus, c'est que justement, l'outil qu'il a présenté à la fin permet justement d'intégrer ces paramètres-là pour pouvoir vérifier sur le terrain est-ce qu'ils sont respectés lorsque vous faites en fait une restauration. Encore une fois, on peut organiser une séance pour entrer dans le détail de la définition d'un BIA et de la définition de ces deux paramètres qui est le RTO et le RPO. Alors, je vais pas ajouter beaucoup, merci Madi, je vais pas ajouter beaucoup parce que il a tout dit. En fait, ces paramètres-là, c'est spécifique à des applications, en fait. À votre taux de combien vous pouvez supporter par exemple, de perte de données. Donc ça, c'est l'RPO. Combien vous estimez que votre serveur, par exemple, si vous avez une base de données, en général, donc le RPO, RTO, ils seront moindres.
Et dans ce cas-là, vous pouvez organiser cette partie-là. Et après, vous pouvez le revérifier, donc vérifier si c'est compliance avec votre infrastructure, parce que pour restaurer, ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend des disques de destination, des disques sources en termes de latence et d'écriture, et bien aussi du réseau. Donc l'orchestrateur, dès que vous définissez votre RPO, RTO pour chaque application, donc vous configurez votre job pour qu'il soit en fait, pour qu'il ait la fréquence possible, déjà pour assurer votre RTO, pardon. Et puis, vous testez avec l'orchestrateur pour voir si votre réseau ou votre infrastructure supporte votre RPO, RTO. Merci. En fait, moi, je vois pas les questions que tu vois, en fait. Il y a des questions qu'on m'a posées directement. Je pense que les Ah, personnes d'accord. n'ont pas Ok. fait attention. Ils ont posé directement les questions, en fait, directement à moi. Bon, j'ai d'autres questions qui sont un peu plus générales. Bon, j'ai une question, par exemple, est-ce que vous pouvez organiser un autre webinaire sur backup? Bien sûr, on peut programmer Mhm. un event dédié avec Vim sur backup, effectivement, pour essayer de rentrer dans le détail. Euh, j'ai par exemple Mehdi Yanmar qui demande le taux de perte et le type de perte toléré par application. Ça, c'est le RTE-RPO, c'est ce que expliquait à l'instant IED. Ça dépend concrètement de vous, hein, ça dépend de votre entreprise, de vos métiers. Personne ne peut à votre place définir quel est le taux de perte acceptable par l'entreprise. Vous faites une sauvegarde à 2 heures du matin et, euh, et vous avez un crash à 4 heures du matin. Est-ce que les 2 heures sont acceptables? Il va falloir le définir et c'est pas vous en tant qu'IT qui allez le définir ou en tant que responsable backup qui allez le définir, ça va être votre métier, ça va être votre métier, le métier justement qui supporte les données qui sont sauvegardées, qui va devoir vous définir quelle est son acceptation en matière de données. C'est qu'à partir de là que vous allez pouvoir définir toute la stratégie qu'il faut mettre en place, à la fois pour backuper et pour restaurer. La démarche à suivre, justement, Mehdiya Nomar continue à poser, enfin, elle répond à ce que je viens de dire. La démarche à suivre, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions autour de ça, c'est qu'on puisse faire une séance de travail. Hein. Soit on a pas mal d'entreprises qui souhaitent avoir ce type d'information et on en fait un webinar où on va définir. On avait fait ça, d'ailleurs, c'est enregistré. On avait fait un webinar dédié BIA. En fait, on avait fait un webinar, mais c'était l'année dernière, c'est en 2019, dédié BIA. C'est comment mener un projet pour définir le BIA et tout ce jargon-là, RTO, RPE. On avait fait même un exemple d'une vraie entreprise jusqu'à arriver à la politique et la stratégie de backup et comment mener ça, comment mener les ateliers avec les différents métiers, comment les amener à définir le délai de restauration, le délai de sauvegarde, la fenêtre de sauvegarde. Enfin, on avait fait un webinaire sur ce sujet-là, donc on peut le refaire. Ou bien, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut également faire une séance dédiée pour l'entreprise, puisque c'est des informations quand même qui sont assez confidentielles que vous allez communiquer. Donc, on peut faire également un WebEx dédié sur vos sujets, sur vos process internes et vous aider à définir justement ce type de paramètres. Il y a une autre question, je ne sais pas si tu la vois, Yed, Lamia d'Elite de Sonalgas, qui dit: je remercie, je pense que pour faire face au ransomware, il y a la sensibilisation comme mesure de prévention et la sauvegarde comme mesure de récupération et tout ça dans le cadre projet PCA-RPA pour définir RTO, PO aussi. Oui, oui, vous avez totalement raison, Lamia. La sensibilisation est un paramètre capital. Vous ne pourrez jamais, plus l'entreprise va être importante, plus vous allez avoir du mal à vous assurer que aucun utilisateur ne va cliquer un jour sur un lien malveillant. Donc la sensibilisation, c'est très important, mais il y a un paramètre qu'on oublie souvent, c'est la sensibilisation des équipes IT. C'est-à-dire qu'on pense souvent à sensibiliser l'utilisateur qui utilise les outils informatiques. On oublie que l'IT utilise également au quotidien les outils informatiques. Et c'est une population qui certes est avertie,
mais souvent on remarque que, en tout cas sur les 39 entreprises qu'on a analysées, une grande majorité, je vais pas citer de chiffres, parce que c'est des chiffres qui sont extrêmement délicats. Une grande majorité, c'est l'IT qui a été infecté en premier. C'est le poste de travail de l'IT qui a été infecté et à partir de là, c'est parti ailleurs. Lorsqu'on parle d'identifiants d'administration, on parle d'identifiants utilisés par l'IT. Donc la sensibilisation, vous avez raison, comme mesure de prévention, et puis évidemment la partie sauvegarde comme mesure de récupération. Je suis totalement d'accord avec vous et merci pour ce commentaire, Lamia. Ia, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'était parfait. Rien à ajouter. De ma part. Super. Je pense qu'on arrive à la fin. Euh, bon, je voulais remercier tout d'abord les participants. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venus virtuellement nombreux à ce webinaire. Merci pour vos questions. On a eu des questions très pertinentes, d'actualité. Je voulais remercier également, bien évidemment, Vim, Iliad, Boubacar, pour leur présence à nos côtés, pour la pertinence également des explications et de la présentation d'IED. Je pense qu'on a appris énormément aujourd'hui sur Vim, sur comment Vim peut vous aider au quotidien à être résilient. Et puis, pour terminer, je vous rappelle deux, trois points. Le premier, c'est qu'une idée, on est présent depuis le début du Covid à vos côtés. Donc, il ne faut surtout pas éviter, même si on l'espère tous et ça en prend la tendance. Et j'espère que les jours à venir nous donneront tous raison que la tendance, elle est plutôt vers la fin de cette pandémie. N'hésitez pas à nous solliciter. On est présent. Comme j'expliquais, on a sur notre site internet et sur nos différents réseaux sociaux tout ce qu'on fait pendant ce Covid, notamment encore une fois l'accès illimité, gracieux à notre support technique pour tout le monde, en fait n'importe quelle entreprise qui souhaite nous consulter sur des problématiques de sécurité liées au Covid, encore une fois, auditer votre plateforme, s'assurer que le télétravail est en toute sécurité, ouvrir des VPN, comment faire pour les ouvrir de manière sécurisée. Donc, encore une fois, je rentre pas dans le détail, tout ça est expliqué sur notre page principale de notre site et puis sur nos différents réseaux sociaux. Deuxième point, on va continuer bien évidemment à faire ce type de webinaire, à la fois sur la sensibilisation, mais également sur les mesures à prendre en compte au quotidien dans votre système d'information pour assurer la sécurité et au-delà de la sécurité, la résilience de votre activité. Voilà, je pense qu'on a terminé. Merci encore à tout le monde et puis je laisse le mot de la fin à Iliad s'il veut dire quelques mots. Ben, je vous remercie déjà. Donc, c'était une première présentation commune avec IDES. Ça s'est très bien passé. Vous êtes venus nombreux. Donc, je vous remercie pour votre présence. Et je remercie Mahdi surtout pour sa présentation. Franchement, moi aussi, j'ai appris beaucoup sur le ransomware, avec les détails de l'explication, comment ça se passe, comment ça peut vous affecter. Et c'est très important de comprendre parce que c'est un sujet d'actualité qui est très sensible et que l'impact peut être vraiment très grand. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Et du coup, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au prochain webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Au revoir. Au revoir.